Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire avec deux grands thèmes. Mon invité, c'est Justine Lecallier, la directrice des opérations de Circule Egg. Cette entreprise qui revalorise les coquilles d'œufs vient de recevoir le prix Odo BHF des jeunes entrepreneurs. Notre zoom, il porte sur les effets des nouvelles règles du transport maritime qui ont permis de réduire de plus de 80% la pollution de soufre des navires. Ont-elles paradoxalement contribué au réchauffement de l'océan? La revue Science émet cette hypothèse. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Justine Lecallier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice d'opération de Circule Egg avec son créateur Yacine Kabesh, qu'on avait reçu ici même il y a quelques mois, voire quelques années. Vous avez reçu le prix Odo BHF des jeunes entrepreneurs dont Bismart est partenaire, le prix de l'encouragement, c'est ça? Exactement. On va dire un mot de ce que ce prix peut représenter pour une entreprise comme la vôtre, mais d'abord je voudrais il y a sans doute pas mal de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas Circule Egg. C'est quoi? Circule Egg, c'est une entreprise effectivement créée en avril 2020. Et notre mission, c'est de donner une seconde vie à tous les coproduits de l'industrie agroalimentaire, en commençant par les coquilles d'œufs, pour vraiment recréer du lien entre des filières industrielles qui n'existaient pas avant dans une démarche circulaire et locale. Et concrètement, on s'est attaqué aux coquilles d'œufs, puisqu'il y a 40 000 tonnes de coquilles qui sont rejetées chaque année en France par l'industrie agroalimentaire. Ouais. On a développé un procédé industriel breveté pour récupérer la coquille d'œuf, la décontaminer, la séparer, on sépare la coquille de la membrane, et avec la coquille et la membrane, on en fait de nouveaux ingrédients à très haute valeur. Parce que c'est riche en fait, une coquille d'œuf. Exactement, il y a énormément de trésors derrière une coquille d'œuf. En fait, il y a la coquille externe, qui contient du carbonate de calcium. C'est un minéral qu'on retrouve dans beaucoup d'applications, à la fois dans les matériaux, comme un agent de charge. Et aujourd'hui, la plupart du carbonate de calcium provient de l'extraction des carrières de calcaire. Donc il y a un impact important. On nous propose une alternative biosourcée recyclée. Ensuite, on peut l'utiliser comme apport calcium dans l'alimentation. Et puis, il y a surtout cette petite membrane interne, vous voyez, quand on écaille un œuf. Qu'on a parfois du mal à retirer. Exactement, qui est très embêtante. Et bien ça, c'est cette membrane qui a énormément de valeur ajoutée, puisqu'elle contient ce qu'on appelle du collagène, de l'acide hyaluronique, de la chondroïtine sulfate. Donc des mots qui peuvent sonner barbares, mais en fait, c'est des biomolécules d'intérêt qui ont des propriétés prouvées cliniquement sur la diminution des douleurs articulaires, sur la beauté de la peau et des cheveux. Oui, donc j'entends collagène, je pense effectivement tout le secteur de la beauté, de la cosmétique. Exactement. Donc, si on fait un peu la liste des secteurs qui sont d'ores et déjà intéressés par ce que propose Circule Egg. Alors effectivement, on est un peu multisecteur. Nous, on est des ingrédientistes. Pour la membrane, on va l'adresser en priorité au secteur du complément alimentaire, sur les axes beauté effectivement et articulaire, comme une source de collagène qui vient remplacer aujourd'hui le collagène. C'est un marché qui est en plein boom, mais la plupart du collagène, ce que les consommateurs ne savent pas, c'est que la plupart du collagène provient souvent d'extraction bovine, porcine ou marine, issue d'Amérique latine et souvent d'élevage intensif, qui peut amener même à la déforestation. Il y a eu un article de Guardian qui montrait les liens entre le boom du collagène et les déforestations en Amérique latine, parce qu'il y avait des élevages bovins spécialement pour produire du collagène. Nous, on propose une source locale, biosourcée, végétarienne de collagène pour ces secteurs-là, et aussi la pet food, et même la nutrition pour sportifs. Et la coquille externe, donc là, c'est les matériaux, plutôt comme je le disais, la peinture, le revêtement de sol, le verre, on peut le mettre dans énormément d'applications. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans des enjeux de relocalisation, de souveraineté d'une certaine façon, disons les mots, et effectivement d'impact environnemental beaucoup plus faible avec ce que propose Circule Egg. Vous avez donné le chiffre de 40 000 tonnes de coquilles générées chaque année. Il faut savoir que la France, alors on fait le match avec l'Allemagne, mais est le premier producteur européen d'œufs. Donc c'est un marché gigantesque. Et ce sont les casseries d'œufs, c'est ça qui s'occupent de séparer la coquille du contenu. Ce sont vos partenaires, vos fournisseurs? Comment ça se passe avec les casseries d'œufs? Donc effectivement, les casseries, donc souvent c'est un métier inconnu du grand public. Ces usines qui cassent les œufs, eux, c'est vraiment nos partenaires qui nous fournissent la matière première. On veut mettre en place avec eux un partenariat gagnant-gagnant, puisque l'idée c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils doivent payer pour s'en débarrasser de ces coquilles d'œufs, et souvent c'est des valorisations à faible valeur ajoutée, voire un impact négatif comme l'incinération ou l'épandage.
et surtout qu'elles ont une pression réglementaire des autorités sanitaires qui les pousse à trouver d'autres alternatives plus durables pour valoriser leurs coquilles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de juste prendre leurs coquilles, les mettre sur les sols agricoles, parce qu'avec la grippe aviaire, en plus, il y a des risques de contamination des sols. Et donc, elles ont un enjeu. Nous, Vous leur rachetez ou ils vous la donnent, cette matière première? Aujourd'hui, on a mis en place un partenariat où on récupère gratuitement la coquille d'œuf, mais demain, on veut mettre en place, dès lors qu'on atteint une rentabilité suffisante, ça fait partie aussi des ambitions de Circulex, c'est mettre en place un partenariat gagnant, on les revalorise, on rehausse toute la filière avicole. On ne sait pas encore quel modèle ça va prendre. Est-ce que ça va prendre le modèle d'un rachat de la matière première? Est-ce que ça va prendre un modèle de joint venture? Puisqu'en fait, on a pour ambition d'installer des modules à la sortie de toutes les casseries, que ce soit en France, mais aussi en Europe, voire aux États-Unis et en Asie. Logique de circuit court, évidemment. Exactement. Et donc là, on peut penser à des modèles, on peut être très créatif dans les modèles à mettre en place avec nos partenaires. Cette volonté, finalement, de faire bénéficier l'écosystème de l'innovation Circuleg, ça va jusqu'aux éleveurs? Oui, c'est l'idée, effectivement. L'idée, c'est qu'on arrive à remonter toute la filière et qu'on rétribue aussi les éleveurs pour les encourager aussi dans une transition agroécologique. On sait qu'aujourd'hui, dans la filière avicole, chaque centime compte. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'aide pour changer vers un modèle plus respectueux, que ce soit du bien-être animal, mais aussi des pratiques. Nous, si on peut les encourager avec notre business model à aller vers ces filières, on aimerait bien effectivement pouvoir remonter jusqu'aux éleveurs. Alors, vous clôturez une levée de fonds importante, 5 millions d'euros, c'est ça? Avec quelle idée? C'est un financement de l'industrialisation de Circuleg? On en est à cette étape de votre histoire? Oui, et on avait déjà fait une première levée de fonds il y a 2 ans maintenant. Là, on clôture effectivement cette deuxième avec un fonds d'investissement à impact de référence notamment, et des business angels clés dans le secteur des industries qui nous intéressent. Et cette levée de fonds va nous servir à financer effectivement l'ouverture de notre première usine, qui aura lieu officiellement en novembre prochain. Donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus avec les travaux qui ont été effectués cette année. La première ligne sera opérationnelle en novembre. Et d'ailleurs, on fait une soirée, enfin une journée d'inauguration. Vous êtes le bienvenu. Ça, c'est gentil. Merci pour l'invitation. Vous avez choisi la Bretagne. Le site, il est situé à Janzé. Pourquoi ce choix? Alors, Janzé, déjà, il y a les poulets de Janzé. À Janzé, c'est une très belle région. Et parce que aussi, c'était stratégique. L'idée, c'était d'être au barycentre entre toutes les casseries partenaires, les plus grosses. En fait, aujourd'hui, on travaille déjà avec les plus grosses casseries. C'est un marché très concentré qui représente déjà 80% du volume de coquilles rejetées. Et elles sont toutes situées en fait en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Donc, Janzé, c'est vraiment à équidistance entre ces casseries pour... Ça correspond à l'objectif de circuit court dont vous parliez tout à l'heure. Combien de tonnes de coquilles d'œufs cette usine sera susceptible de traiter chaque jour? Parce que c'est en jour, c'est tonnes jour. Exactement. Alors ça va être une montée en cadence progressive. Au début, on parle en shift, donc en équipe de travail. Donc sur une équipe de travail, on sera capable de traiter 5 tonnes sur la première ligne. À terme, on pourra traiter jusqu'à 50 tonnes par jour de coquilles d'œufs sur cette usine, sachant que c'est qu'une étape intermédiaire, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif final, et ça c'est en cours de développement, c'est un programme de recherche et développement qu'on a, c'est d'installer des modules directement à la sortie des casseries pour s'adapter en fait aux cadences des casseries. C'est-à-dire qu'on serait en flux tendu. Quand vous dites des modules, ça veut dire qu'on crée quand même une usine à côté, plus petite que celle que vous avez créée là? C'est quoi l'idée derrière ces modules? L'idée, pour faire très schématiquement, c'est avoir des conteneurs, un modèle plug and play, des conteneurs qu'on puisse en fait facilement dupliquer. Donc aller à la sortie de la casserie, il y a de l'espace foncier disponible. On viendrait installer en fait notre conteneur et ce conteneur, il y aurait une vis sans fin qui relierait la casserie à notre module, et pour récupérer les coquilles directement à la sortie de la casserie. Et ensuite dupliquer ce modèle très facilement à l'échelle internationale. Dans cette usine de Janzé, il y a combien d'emplois créés? Est-ce que c'est très automatisé? Est-ce qu'il y a quand même des emplois, et si oui, lesquels? Oui, alors effectivement, le but, c'est d'automatiser au maximum. Néanmoins, il y aura un grand centre de recherche et développement qu'on va développer, puisque en fait, ce qu'il faut dire, c'est que si Janzé, à terme, deviendra un centre de recherche pour valoriser d'autres coproduits. On ne veut pas s'arrêter à la coquille d'œuf. Donc au total, d'ici l'année prochaine, il y a déjà au moins une bonne quinzaine d'emplois créés, et à terme, il y aura une 50aine de personnes employées sur ce site pour le projet de recherche. Alors justement, d'autres coproduits de l'agriculture, ça pourrait être quoi?
sans livrer de secret. Oui, on regarde. À réfléchir. On regarde. Déjà, il faut savoir qu'il y a 12 millions de tonnes de coproduits qui sont rejetés chaque année en France par l'industrie agroalimentaire. Et 80% sont dits faiblement valorisés, surtout à destination de l'énergie ou utilisés comme fertilisants. Donc, il y a un large choix disponible. Nous, notre procédé, on pense qu'il peut s'adapter à différents types de coproduits, notamment dans les minéraux. Alors, on pourrait devenir un expert des minéraux biosourcés avec d'autres coproduits à coque, notamment, qui pourraient être valorisés. Ça, c'est des pistes qu'on creuse un petit peu avec nos partenaires. Donc, je le disais en présentation, vous avez reçu ce prix de l'encouragement Odo BHF des zones entrepreneurs. Qu'est-ce que ça représente pour une jeune entreprise comme la vôtre? Alors nous, le concours Odo BHF, donc je crois que c'était la 2e édition. On en avait entendu parler dès la première édition et c'est un concours déjà très prestigieux. On a pu pitcher devant des experts dans leur domaine de référence. Pour en citer quelques-uns, dans notre jury, il y avait Sophie Lacoste, Philippe Odo, bien sûr, Michael Benayou, donc des personnes vraiment... des monstres dans leur domaine d'activité, donc c'était assez impressionnant. Ça nous a permis aussi de renforcer la légitimité dans notre projet et de gagner en visibilité. Et bien sûr, il y a une dotation financière qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup, Justine Lecallier. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Circule Egg. On passe au zoom de ce Smart Impact. On cherche les causes du réchauffement de l'océan. Le zoom de ce Smart Impact, on parle du réchauffement de l'océan. Bonjour Olivier Boucher, bienvenue. Bonjour. Vous êtes climatologue, directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace et directeur de recherche au CNRS. Je propose qu'on fasse peut-être ensemble le constat pour démarrer du réchauffement de l'océan. On parle de quoi? Est-ce que c'est une accélération à laquelle on est en train d'assister? Donc on a bien sûr un climat qui se réchauffe et donc des océans qui se réchauffent de manière assez continue, bien sûr. Il y a des années avec un petit peu plus de réchauffement, des années avec un peu moins de réchauffement, mais ce réchauffement, il est continu. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'accélération. Par contre, voilà, il est lancé, il ne va pas s'arrêter tout de suite, ça va continuer, et donc c'est effectivement un souci. Oui, parce que quand les phénomènes climatiques profonds, évidemment, ils sont anticipables longtemps à l'avance et ils ont des effets de très long terme. C'est pour ça que les équations de transformation environnementale sont si compliquées. Il y a un effet de ce réchauffement. Je vois bien qu'on détaille un peu les effets du réchauffement océanique. On l'a vu avec la tempête Daniel récemment. Qu'est-ce qui s'est passé en Méditerranée? À quel point une eau plus chaude peut alimenter des phénomènes de tempête? Oui. Alors, en plus du réchauffement, on a aussi des vagues de chaleur marine, donc des réchauffements assez extrêmes par endroit, par saison. Et donc, on en a connu plusieurs cet été dans l'Atlantique Nord, mais aussi dans la Méditerranée. Et bien sûr, ça alimente des tempêtes, et en particulier pour ce qui est de la Méditerranée et de la tempête Daniel que vous citez, un phénomène qu'on appelle des médicanes, des sortes d'ouragans de la Méditerranée. Mediterranean Hurricane. Voilà. Et donc celui-là était particulièrement puissant, et surtout, il y a un phénomène de persistance. Donc il reste au même endroit pendant longtemps, et donc vous avez des cumuls de précipitations qui peuvent devenir très extrêmes. C'est-à-dire qu'il vient se recharger en quelque sorte en mer, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Donc la tempête, là, elle était en 2 phases. Elle est d'abord allée en Grèce, et puis après, où elle a déjà fait pas mal de dégâts, et puis après, effectivement, elle s'est rechargée à nouveau en humidité, et puis il y a eu des cumuls de précipitations très importants aussi en Libye. Parce que l'eau plus chaude de la mer Méditerranée fait que la tempête se nourrit plus facilement, c'est ça? L'eau plus chaude va évaporer plus facilement. Donc vous allez avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette vapeur d'eau va venir nourrir la tempête, puisque quand la vapeur d'eau se condense et devient nuage, puis devient pluie, elle dégage de l'énergie, elle dégage de la chaleur qui permet d'alimenter justement la convection et donc la tempête. Alors voilà pour le constat. Parmi les causes, il y a cette surprise, mauvaise surprise. On pourrait trouver dans les nouvelles règles du transport maritime qui abaissent depuis 2020 les teneurs en fuel, en soufre du fuel utilisé par les bateaux. C'est la revue Science cet été qui a émis cette hypothèse. Déjà, là, on va essayer de se faire comprendre, enfin surtout vous d'ailleurs, des béotiens que nous sommes. De quel phénomène on parle là? On ne va pas faire le lien trop rapide entre je dis hypothèse, le réchauffement des océans et puis ce phénomène, mais qui est bien réel, puisqu'il y a effectivement une nouvelle réglementation qui impose de diminuer le contenu en soufre des fuels. Il faut savoir que les navires fonctionnent avec du fuel lourd, du mazout, comme on l'appelle parfois, et il est très chargé en soufre, et quand on brûle ce combustible, il génère beaucoup de particules.
des petites particules, très petites. Et donc, ça, c'est une pollution avérée dont on cherche à se débarrasser. C'est une pollution de l'air, c'est pas bon, on le respire, ça cause des maladies, en particulier quand les bateaux sont dans les ports, mais aussi quand ils sont dans les zones côtières, puisqu'ensuite vous avez du vent et vous allez aussi respirer ces particules. Donc c'est une bonne idée, effectivement, de réduire le contenu en soufre de ces fuels de manière à améliorer la qualité de l'air. Donc c'est une législation qui date des années 2020, début des années 2020. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ces particules, elles servent de noyaux de condensation pour former les nuages. Les nuages, ce sont des gouttelettes d'eau liquide qui viennent se former sur ces petites particules. Et donc, quand ces particules étaient émises en mer, c'est-à-dire si on prend le trajet d'un supertanker, par exemple, il va favoriser, avec du fuel soufré, il va favoriser la création de nuages. C'est ce que je comprends de votre explication. Voilà, tant qu'on avait du fuel soufré, on générait beaucoup de particules et on allait former des nuages qui contenaient plus de gouttelettes et donc qui étaient plus réfléchissants. D'accord, ok. Et donc maintenant qu'on a réduit ces concentrations en particules, on va avoir des nuages qui vont revenir comme ils étaient avant, c'est-à-dire avec moins de particules et un petit peu moins réfléchissants. Donc ça veut dire qu'ils réfléchissent moins du rayonnement solaire vers l'espace et donc un petit réchauffement supplémentaire pour l'océan. Alors, on dit hypothèse émise par la revue Science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu là, parce que c'est récent cette législation, vous l'avez dit, 2020, on s'est posé la question cet été notamment dans certaines zones particulières d'un lien entre l'absence ou la réduction du soufre dans le fuel et le réchauffement de l'océan à cet endroit-là. Est-ce que ça peut être aussi précis que ça? Alors, oui, c'est assez précis parce que on a des mesures satellitaires et puis tous ces bateaux, vous parliez de supertankers, ils voyagent un petit peu toujours dans les mêmes couloirs. Il y a des autoroutes maritimes. Donc on sait où ils sont et donc on peut regarder ces couloirs avec l'imagerie satellitaire. On peut comparer à la période avant les années 2020, quand on avait l'ancien fuel, si vous voulez. On peut aussi comparer les couloirs et puis juste à côté des couloirs et on voit bien que les propriétés des nuages sont différentes. Et que les nuages maintenant sont un petit peu moins réfléchissants. Donc il y a une étude qui a été publiée cet été et c'est très robuste. Je pense que c'est pas une hypothèse, c'est un fait. Par contre, ce qui est beaucoup plus incertain, c'est l'ampleur de ce phénomène. C'est-à-dire le niveau de réchauffement, voilà, par exemple. Si on veut ensuite traduire ça en niveau de réchauffement, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des incertitudes et donc on peut faire un petit calcul, mais on voit que ça contribue bien sûr au réchauffement, mais c'est pas non plus un terme majeur. Ouais. Quand une étude comme celle-là paraît, il y a vous les scientifiques qui nous alertez depuis parfois, pour vous je ne sais pas, mais pour la communauté on va dire des décennies sur les risques du réchauffement climatique, souvent en prêchant dans le désert. Vous êtes montré du doigt, vous êtes critiqué sur les réseaux sociaux, il y a des campagnes qui sont très très dures parfois pour les scientifiques. Quand une information comme ça paraît, comment elle est perçue? Comment elle peut être utilisée justement par ceux qui veulent dénigrer la réalité du réchauffement climatique? Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, on interdit le soufre dans le fuel maritime. Regardez l'effet inverse. Oui, là on a effectivement une situation un petit peu particulière puisque on n'a pas de synergie entre ces deux effets. C'était vraiment soit on a une meilleure qualité de l'air, soit on a un climat qui se réchauffe. Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, qu'est-ce qu'on choisit? Malheureusement, la vie n'est pas toujours simple. Là, je pense que il faut quand même améliorer la qualité de l'air, c'est important. Et après, on a aussi d'autres leviers pour jouer sur le réchauffement climatique. Il faut bien sûr réduire les émissions. Ces bateaux, ils contribuent aussi au réchauffement climatique parce qu'ils émettent du dioxyde de carbone, du CO2. Donc il faut aussi réduire ces émissions de CO2. Cette mesure de réduction finalement de la part de soufre dans le fuel maritime, elle avait été bien appliquée par le secteur, partout sur la planète. Comment ça a été accueilli? Parce qu'avec une étude comme celle-là, j'imagine que certains gros opérateurs vont dire qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On continue? Je pense maintenant que c'est lancé, ça ne va pas s'arrêter, mais effectivement, l'Organisation maritime internationale, c'est un organisme international qui n'est pas vraiment régulé par les gouvernements. Donc, ils ont pris cette décision, je pense, parce que déjà, c'était réalisable. On sait désulfuriser le fuel. Et puis, ils voulaient donc effectivement faire quelque chose pour la qualité de l'air, et c'est bien, mais l'impact sur le réchauffement n'a peut-être pas été réfléchi jusqu'au bout. Et donc maintenant, c'est pour ça que c'est important de travailler sur le CO2. Est-ce que vous préconisez de remettre un peu plus de soufre dans le fuel maritime?
je n'irai pas jusque-là. Après, peut-être ce qu'on aurait pu faire, c'est réfléchir à avoir peut-être différents types de fuel suivant là où est le bateau. Parce que quand il est au milieu du Pacifique, c'est vrai que la qualité de l'air n'est pas un sujet vraiment, parce que ces particules ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère, elles retombent beaucoup plus rapidement. Par contre, quand le bateau n'est pas très loin des côtes ou dans les ports, là, effectivement, il faut absolument désulfuriser. Ouais. Ce soufre, certains chercheurs disent qu'on pourrait l'injecter dans la stratosphère pour créer un effet miroir. Vous en pensez quoi de cette idée ? Donc ça, c'est vraiment le plan B, voire le plan C. Hein. C'est-à-dire que c'est pas désirable, ça a tout un tas d'effets secondaires, mais on pense que, dernier recours... C'est-à-dire que si les solutions qui ont été mises en place ne sont pas suffisantes et qu'on a un niveau de... Pardon de vous interrompre, un niveau de réchauffement trop important, on pourrait en arriver là. Quoi, si en 2050 ou en 2070, on se retrouve avec... 3 degrés de réchauffement, alors ça c'est plutôt pour la fin du siècle. Je pense qu'effectivement, on réfléchira peut-être à 2 fois. On se posera la question de savoir est-ce qu'on peut refroidir le climat de manière artificielle. Et une des techniques qui est proposée, c'est effectivement d'injecter ces particules, non pas à la surface de la planète, là où on peut les respirer, mais beaucoup plus haut dans l'atmosphère. Quand on dit stratosphère, on est à 15 km à peu près dans les tropiques, un peu moins dans les moyennes et hautes latitudes, mais on injecterait les particules à ces altitudes-là. Qu'est-ce qui se passerait ? Comment ça marche ? Eh bien, ces particules, elles interagissent avec le rayonnement solaire parce qu'elles sont de taille très petite. C'est une taille qui est très proche de la longueur d'onde du rayonnement solaire, de l'ordre de 500 micromètres. Et ces particules, elles sont plus petites, plutôt de 0,5 micromètres. 550 nanomètres. Et donc, elles interagissent de manière assez efficace avec le rayonnement solaire et elles le diffusent un petit peu dans toutes les directions, mais en particulier vers l'espace. Donc, ça veut dire que vous avez plus de rayonnement solaire qui repart vers l'espace. Il y en a, en temps normal, en moyenne, il y en a à peu près 30%. Ben là, on ferait en sorte qu'il y en ait peut-être 31%. Et donc, moins de rayonnement solaire qui vient être absorbé par la planète. Et donc, quelque part, on vient contrecarrer l'effet de serre. Mais c'est loin d'être une solution parfaite. Il y a toutes sortes d'inconvénients. Il y a des risques associés. Il y a un côté un petit côté apprenti sorcier quand on lit ça. Mais vous dites quoi ? Vous dites il ne faut pas se priver de rechercher, d'avancer dans cette direction-là, au cas où, c'est ça ? Voilà, il ne s'agit pas de déployer ça ni aujourd'hui, ni demain, ni même dans 10 ans. Je pense que la priorité, c'est vraiment réduire les émissions de dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre, mais il ne faut pas s'interdire de faire la recherche, parce que le temps de la recherche se fait sur le temps long, donc on a besoin d'accroître le niveau de connaissance sur ces techniques-là aussi, même si elles sont très imparfaites. Ouais, il y a d'autres, on parle de technosolutionnistes, il y a d'autres techniques similaires sur lesquelles, selon vous, il faut travailler, même si voilà, c'est pas la priorité. Oui, il y a quelques techniques, mais on a vite fait le tour. Hein. Donc il y a celle-ci et une autre technique qui consisterait à rendre justement ces nuages maritimes plus brillants, mais cette fois-ci en injectant des particules qui ne sont pas des particules de soufre dues au bateau, mais qui seraient plutôt des particules de sel marin. Alors ça paraît pas impossible, mais c'est plus compliqué sans doute. Et puis après, il y a une autre classe de techniques sur laquelle il faut aussi faire la recherche, qui est la captation du CO2 atmosphérique, c'est-à-dire comment aller rechercher le CO2 dans l'atmosphère. Alors bien sûr, c'est plus facile de pas l'émettre, il faut commencer par là, mais quand il y en a trop, et puis dans certains cas, c'est quand même difficile de ne pas émettre du CO2, l'idée c'est d'aller essayer d'en rechercher. C'est extrêmement coûteux, et c'est pas facile. Merci beaucoup Olivier Boucher, c'était passionnant. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est Smart Ideas. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier de Carquette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Sand2Green, créé en avril 2022 avec Wissal Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée ? C'est quoi l'idée de départ ? Dites-moi. Effectivement, donc avec une idée assez simple qui est celle de lutter contre la désertification. Ouais. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plusieurs années de ça, on est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit à petit, nous fait perdre à l'humanité entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de 1 ou 2 terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes. Okay. Donc c'est assez colossal en fait. Et nous, on s'est dit que
au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là. Oui, parce qu'il y a, vous l'avez dit, double enjeu, l'alimentaire, mais aussi ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi à chaque fois que le désert avance. C'est exactement ça. En fait, tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez l'imaginer. Mais la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts doivent être protégées, nos terres agricoles disparaissent avec cette désertification. Et donc nous, on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme d'agriculture, et donc de réintégrer ces terres arides dans le paradigme de l'agriculture mondiale. Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau. Évidemment, par définition. Donc, comment vous faites? C'est quoi le principe? Alors, nous, on a donc travaillé pendant 3 ans pour essayer de mettre en place une solution en 3 temps, mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau, donc d'eau de mer ou d'eau saumâtre. L'eau saumâtre étant une eau qui a une certaine salinité comprise dans les sols et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc, c'est là où, dans le désert, ça devient intéressant, puisque ce dessalement va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols. Mais donc ça veut dire, non pas forcément, parce qu'il y a les eaux saumates, il ne faut pas forcément être à proximité d'une côte pour... Non, alors on n'est pas obligé d'être en proche littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi? Puisque, alors des poches d'eau saumâtre, il y en a un peu partout. En revanche, on s'attarde beaucoup à la régénération des nappes, au renouvellement des nappes, puisque aujourd'hui, donc l'eau salée de la mer est considérée comme une ressource infinie. En revanche, l'eau salée saumâtre est forcément plus finie, donc elle se renouvelle à un certain rythme. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée que demain elle ne le sera pas. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait que, en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Pourquoi? Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement. D'accord. Alors vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Où sont situées vos premières plantations? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face aux conditions désertiques? Exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est présent au Maroc, puisque donc on est une start-up franco-marocaine et on déploie aujourd'hui à plus grande échelle dans la région de laquelle est originaire Wissal Ben Moussa, puisque Wissal a un passé de culture du désert assez riche. C'est quelqu'un de très très doué là-dessus. Donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise. Mais effectivement, quelle culture fait-on? Alors, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait. Beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels. Or, pas du tout. C'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme et qui, d'ailleurs, pour les plus anciens, ont plus de 7000 ans, qui se trouvent en Arabie Saoudite. Et en fait, ces oasis-là, ils fonctionnent sur un principe qui aujourd'hui redevient de mode, qui est l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant en fait de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service et in fine permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient. Et on va terminer, il nous reste 1 minute. Vous avez annoncé en février dernier une levée de fonds d'1 million de dollars. La stratégie, c'est quoi? C'est de démultiplier évidemment des plantations. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Effectivement, donc on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre 3 choses. La première, c'est de mettre en place un prototype industriel de démonstration qui permettra d'être une base de réflexion pour la suite. La deuxième, c'est de continuer, bien sûr, à faire de la recherche et du développement, puisqu'il y a tout un aspect de régénération des sols qui est très important, et aussi de recyclage du dessalement. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. L'idée étant d'utiliser en fait ces grands projets pour recréer ces oasis à très très grande échelle. Merci beaucoup Gauthier de Carquoët et bon vent à Sen2Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.